Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Jour de vote ce dimanche au Mali. Des millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour départager le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta et le chef de file de l'opposition Soumaïla Cissé. Au Soudan du Sud, le président Salva Kiir a accordé une amnistie aux différentes parties prenantes au conflit qui divise le pays depuis 2013. Cette grâce présidentielle vise à montrer la volonté du chef de l'État sud-soudanais à respecter les termes du processus de paix en cours. Et en Ouganda, les autorités se tournent vers l'énergie hydroélectrique pour augmenter la capacité de production du pays. Une énergie bien moins coûteuse et moins polluante que les générateurs de secours que le pays utilise actuellement. Mais avant de développer ces titres, le second tour de la présidentielle a débuté ce dimanche au Mali. Les bureaux sont ouverts depuis 8h GMT. Plus de 8 millions d'électeurs y sont attendus pour ce scrutin qui a un air de déjà-vu. En 2013, en effet, le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta affrontait Soumaïla Cissé pour la magistrature suprême. Une journée électorale sous haute tension autour de laquelle les citoyens ont de nombreuses appréhensions. Nous les écoutons. Bon, pour moi, les priorités, ça doit être d'abord la paix, puis donner de l'emploi aux jeunes. Donc, ce sont les deux éléments. Il faut savoir qu'on a plus de 876 bureaux de vote qui n'ont pas eu la chance. Les gens n'ont pas eu la chance d'aller voter. Il faut que le président puisse prendre la sécurité comme priorité, prendre l'éducation comme priorité et tout ce qu'on a comme mauvaise gouvernance au Mali, de prendre ça comme priorité. Bon, pour le futur président malien, je crois que les chantiers sont là. Et le premier des chantiers, c'est de tout faire pour résoudre la crise qui sévit actuellement dans les régions du centre du pays, parce que avant c'était au nord et maintenant c'est le centre et on n'a que le sud. Il ne faudrait pas que ça empiète, donc tout faire pour résoudre la crise au centre. Et aussi il faut travailler à ce qu'il y ait un dialogue entre les différentes couches sociales. Et aussi de faire en sorte que les grèves qui se sont perpétuées dans le quinquennat dernier ne puissent pas se reproduire encore dans les 5 ans à venir. Rien ne s'oppose à une alliance entre le Parti démocratique de Côte d'Ivoire et le Front populaire ivoirien. Ces mots sont ceux d'Henri Konan Bédié, président du PDCI, à la suite d'une rencontre avec son homologue du FPI, Pascal Afine-Guessant. Rencontre qui pourrait se révéler cruciale en ces temps de rupture avec le parti unifié RHDP. Notre correspondant à Abidjan, Olivier Konan, nous en dit plus. Vers une alliance PDCI-FPI en Côte d'Ivoire. Pascal Afine-Guessant, le président du FPI, Front populaire ivoirien, a rencontré à son domicile de Cocody Henri Konan Bédié, président du PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Pour Pascal Afine-Guessant, les deux partis peuvent trouver une plateforme d'alliance pour les élections. Et il était important que nous venions rencontrer, je dirais, le doyen de la classe politique ivoirienne, l'ancien chef de l'État, réaffirmer notre disponibilité à prendre toute notre part dans la constitution de cette nouvelle plateforme et marquer aussi notre disponibilité à envisager dans le cadre des élections locales toutes les possibilités d'alliance afin que ces acteurs de la paix, de la réconciliation nationale et de l'avenir du pays se retrouvent ensemble pour fonder ce nouvel avenir. De son côté, le président du PDCI est dans des dispositions favorables pour trouver un consensus avec les partis qui partagent sa vision. Rien ne s'oppose à ce que dans une plateforme comportant toutes les forces vives de la nation, dont les partis politiques, le PDCI et le FPI se retrouvent. Le PDCI s'est retiré le 9 août du RHDP, Rassemblement des oufoutistes pour la démocratie et la paix, après sa transformation en parti unifié. Cette rupture entre le PDCI et ses alliés du RHDP annonce une recomposition des cartes sur l'échiquier politique ivoirien. Un nouveau pas a été franchi dans la consolidation de la paix au Soudan du Sud. Les protagonistes de la rébellion ont été amnistiés par le président Salva Kiir, une grâce présidentielle qui, du côté des forces rebelles, est accueillie avec peu d'enthousiasme. Plus de précisions avec Nathalie Moff.
Riek Machar et tous les groupes rebelles impliqués dans le conflit sud-soudanais sont concernés par le décret numéro 14/2018 portant amnistie délivré par le président Salva Kiir ce 8 août. Une décision entendue par le chef de l'État sud-soudanais comme son engagement à respecter l'accord de paix et de cesser le feu permanent entre les factions belligérantes du Soudan du Sud. Il faudrait que les autorités politiques puissent faire preuve de bonne foi, que l'accord trouvé puisse enfin permettre au pays de ramener la quiétude sociale pour enfin permettre au pays de se mettre au service de ses citoyens. Par contre, l'opposition a reçu avec scepticisme l'annonce de la grâce présidentielle. Pour le porte-parole du SPLM-OI, Lam-Paul Gabriel, l'amnistie ne sera effective qu'après le déploiement des forces unifiées dans tout le pays. Le positionnement de l'opposition permet à la fois d'être vigilant, mais de maintenir la pression sur celui qui a la charge d'implémenter les accords de cessez-le-feu, à savoir le président de la République. Dans le cadre de l'accord de partage du pouvoir signé le 5 août, Riek Machar a été rétabli au poste de premier vice-président du Soudan du Sud. Ce même accord prévoit le ralliement des troupes armées du SPLM-OI aux forces armées gouvernementales. L'accès à l'électricité est l'une des préoccupations du gouvernement ougandais. N'arrivant pas à assurer la couverture électrique de la totalité de leur territoire, les autorités se tournent vers un projet de construction d'une centrale hydroélectrique, projet qui permettrait notamment de garantir l'accès à l'électricité dans les zones rurales. Ange Nomenyo. En Ouganda, les populations en zone rurale n'ont quasiment pas accès à l'énergie électrique. Pour répondre à cette préoccupation, les autorités ont lancé un projet de construction d'une centrale hydroélectrique qui, à terme, devrait augmenter la capacité électrique du pays de 23% et réduire le coût de l'électricité. Le village de Nampani n'a pas accès à l'électricité. Les gens utilisent l'énergie solaire, ce qui est insuffisant, car il n'y a pas d'argent pour payer les accessoires. Construite sur le Nil Blanc, cette centrale pourrait menacer l'écosystème local et donc influer sur le tourisme, qui est une source de revenus pour les habitants. Mais selon certains experts, il n'y a pas de danger à l'horizon. Actuellement, l'Ouganda a désespérément besoin d'électricité. Une fois le projet hydroélectrique achevé, il va dans une large mesure remédier à la situation. Le surplus d'électricité peut être transporté vers les pays voisins. Le manque d'électricité pénalise l'économie et les citoyens ougandais, car dans de nombreuses régions, l'électricité est produite par des générateurs de secours coûteux et polluants. Partons à présent en Égypte à la découverte d'Ahmed Ibrahim. À l'aide de sa paire de ciseaux et de sa colle, ce jeune prodige transforme des canettes de soda en de véritables jouets. Une initiative non seulement créative mais également éco-responsable. Découverte dans ce sujet de la rédaction. Découper, assembler, peindre. Armé de ses ciseaux et de sa colle, en Égypte, Ahmed Ibrahim transforme des canettes en étain en de véritables jouets fonctionnels. Âgé de 13 ans, cela fait déjà 4 ans que cet Égyptien exerce sa passion qui en impressionne plus d'un. Quand les gens voient mon travail, ils ne croient pas que ce soit fait à partir de canettes. Certains pensent que je les ai achetées. Beaucoup d'autres pensent que je suis trop jeune pour pouvoir créer ces œuvres. Celui qui autrefois manquait de jouets compte aujourd'hui 1200 œuvres à son actif. Des poupées, des voitures, des figurines et même des jeux de société. Rien n'échappe aux mains expertes du jeune Ahmed, pour la plus grande joie de sa mère. Créer des jouets lui a appris à être responsable. Au lieu d'acheter des jouets en matériaux recyclés, il a utilisé ses idées pour fabriquer des jouets pour lui et sa sœur. Ahmed est plus créatif et m'aide même à réparer des choses à la maison. Recycler de l'étain, qui peut se révéler être nocif, dépasse l'art pour Ahmed. Ahmed, dont l'ambition est débordante, envisage d'ouvrir son musée d'objets fabriqués à base d'étain, le premier du monde arabe. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.